Lors du 5e anniversaire de mariage de ma sœur, j'étais enceinte de 8 mois, et j'essayais d'aider à préparer la fête. Soudain, j'ai glissé et heurté la table, et son cadeau d'anniversaire coûteux est tombé, se brisant en 1000 morceaux. Ma mère a hurlé de colère, « Tu es aveugle? Tu ne vois pas ce que tu fais ?» J'ai essayé de m'excuser en disant, « Je suis désolé, c'était un accident. » Puis, sorti de nulle part, mon père a attrapé une bouteille de vin, et il me l'a fracassée sur la tête de toutes ses forces. Je suis tombé de l'estrade avec un choc violent, atterrissant sur le sol en contrebas, et c'est à ce moment-là que j'ai perdu les os sous l'impact. Le sang coulait de ma tête, et le travail commençait. Tout le monde regardait, sous le choc. Mais après cela, la rage de mon père s'est transformée en peur, et il a commencé à trembler car il a réalisé ce qu'il venait de faire devant 30 témoins, qui tenaient leur téléphone en l'air, enregistrant chaque seconde de son accès de violence. La salle de bal est devenue silencieuse, à l'exception de ma respiration laborieuse, et du bruit du liquide qui s'accumulait sous moi, sur le parquet en bois dur poli. La douleur irradiait à travers mon crâne, là où le verre avait frappé. Du sang chaud coulait le long de ma tempe et dans mon œil, collant mes cheveux. Les contractions saisissaient mon abdomen avec une intensité terrifiante, arrivant trop vite, trop fort. Ma sœur, Brooke, restait figée près de la table des cadeaux, sa main parfaitement manucurée couvrant sa bouche. Ses deux jeunes enfants, Emma, 5 ans, et Jake, 3 ans, s'accrochaient aux jambes de leur nounou en pleurant. Le mari de Brooke, Tyler, n'a fait aucun geste vers moi. Ma mère, Ruth, non plus. Il se contentait de regarder alors que je gisais, effondré au pied de l'estrade, enceinte de 8 mois et saignant de la tête. Les invités, qui discutaient près des tables d'apéritif pendant les dernières heures de préparation, ont commencé à sortir leur téléphone. Certains appelaient le 911, mais d'autres je pouvais voir les lumières rouges d'enregistrement clignoter dans la salle de bal qui s'assombrissait capturait chaque seconde. La première personne à réagir fut l'associé de Tyler, un homme nommé Gabriel Ortiz, que je n'avais rencontré qu'une seule fois auparavant. Il s'est précipité vers l'avant, arrachant sa veste de costume pour la presser contre ma blessure à la tête, tout en criant pour que quelqu'un appelle les secours. Sa femme, Natasha, s'est mise à genoux à côté de moi, sa robe trempant dans le liquide alors qu'elle me prenait la main. « Reste avec moi », chuchota Natasha, sa voix perçant le brouillard de la douleur. « Les secours arrivent. Respire simplement. » Mon père se tenait sur l'estrade d'où il m'avait poussé, la bouteille de vin toujours serrée dans sa main tremblante. Son visage était devenu livide. Autour de la pièce, je pouvais voir les écrans de téléphone briller, au moins une douzaine de personnes capturaient son horreur, sa prise de conscience au moment où il comprenait qu'il avait agressé sa fille enceinte devant la moitié de l'élite des affaires de Houston. Les sirènes sont arrivées en quelques minutes, mais cela a semblé durer des heures. Les ambulanciers ont fourmillé autour de moi, posant des questions auxquelles je n'arrivais pas à me concentrer pour répondre. Gabriel a expliqué ce dont il avait été témoin, tandis que Natasha restait à mes côtés, refusant de lâcher ma main même lorsque les ambulanciers essayaient de me charger sur le brancard. « Je viens avec elle », a annoncé Natasha, n'acceptant aucune discussion. Alors qu'il me faisait sortir du country club sur le brancard, j'ai aperçu une dernière fois ma famille. Brooke avait enfin bougé, mais seulement pour consoler notre mère, qui avait éclaté en sanglots. Tyler se tenait à côté de mon père, lui parlant avec urgence à l'oreille. Aucun d'eux ne m'a regardé. Aucun n'a suivi l'ambulance. La salle des urgences s'est brouillée dans un chaos de lumière vive et de voix pressantes. Mon bébé était en détresse. J'avais une commotion cérébrale. La chute avait déclenché un travail prématuré que les médecins ne pouvaient pas arrêter. Ils m'ont préparé pour une césarienne d'urgence, tout en traitant simultanément ma blessure à la tête, un tourbillon de panique contrôlée qui m'a terrifié plus que tout ce qui s'était passé à la fête. Y a-t-il quelqu'un que nous pouvons appeler ? Demanda doucement une infirmière. Je leur ai donné le numéro de ma meilleure amie Ansley, puis j'ai ajouté celui de ma tante Patricia. Je n'ai mentionné ni mes parents ni ma sœur. L'infirmière a semblé comprendre. Ma fille est venue au monde à 23h47, avec 5 semaines d'avance, mais respirant par elle-même, bien que ses niveaux d'oxygène soient plus bas que l'idéal et sa température corporelle instable. Ils m'ont laissé la tenir pendant 30 secondes avant de l'emmener précipitamment à l'unité de soins intensifs néonatales, U1, pour la surveillance et l'assistance respiratoire. Les larmes coulaient sur mon visage pendant qu'il recousait l'entaille sur mon cuir chevelu, 12 agrafes pour fermer la lacération de 7 cm que la bouteille avait ouverte, le saignement étant enfin contrôlé après une perte de sang importante. Ansley est arrivée la première,
encore en pyjama, son mari Kevin juste derrière elle. Elle m'a jeté un coup d'œil et s'est mise à pleurer. Patricia est arrivée ensuite, le visage masqué par une fureur à peine contenue. Et puis, à ma grande surprise, est arrivée une personne que je n'attendais pas, mon ex-petit ami James, le père d'Aurora. James et moi avions rompu au 4e mois de ma grossesse. Il avait voulu que je choisisse entre lui et ma famille, après qu'ils eurent clairement fait savoir qu'ils ne l'approuvaient pas. Il était professeur au collège, pas assez riche ou prestigieux pour les standards des Caldwell. J'avais choisi ma famille, croyant leur promesse qu'ils changeraient d'avis une fois le bébé arrivé. Il était parti le cœur brisé, bien qu'il n'ait jamais cessé de payer la pension alimentaire ou de demander des nouvelles de la grossesse. Il se tenait maintenant dans l'embrasure de la porte, le visage pâle de choc alors qu'il observait les agrafes sur ma tête et l'équipement hospitalier qui m'entourait. « Ansley m'a appelé, dit-il doucement. Je suis venu dès que j'ai su. Est-ce qu'elle? Est-ce que le bébé? Elle est aux soins intensifs néonatales. Elle est vivante. » Ma voix se brisa. Il pense qu'elle s'en sortira. James a traversé la pièce jusqu'à mon chevet et a pris ma main, les yeux humides. Je suis tellement désolé. Mon Dieu, je suis tellement désolé que cela te soit arrivé. La gentillesse dans sa voix, l'inquiétude sincère de quelqu'un que j'avais repoussé, a brisé quelque chose en moi. J'ai commencé à sangloter, et il a simplement tenu ma main tout au long, sans essayer de réparer quoi que ce soit, juste en étant présent. « Où sont-ils » demanda Patricia, les yeux flamboyants. « Je ne sais pas » ai-je répondu honnêtement. « Ils ne sont pas venus. » La main de James se serra sur la mienne. « Quel genre de personne ?» Il s'arrêta, secouant la tête. « Peu importe. Ce qui compte maintenant, c'est toi et Aurora. De quoi as-tu besoin ? » Ce que j'ignorais alors, c'est que pendant que je me battais pour mettre ma fille au monde en toute sécurité, la vidéo de l'agression prise par Gabriel était déjà devenue virale. Il l'avait postée sur ses réseaux sociaux moins d'une heure après avoir quitté le country club, avec une légende disant « Voici Warren Caldwell, PDG de Caldwell Financial Group, agressant sa fille enceinte de 8 mois lors d'une fête de famille. » Cet homme gère des millions d'actifs clients. Regardez-le attaquer sa propre enfant. La vidéo avait été partagée des milliers de fois avant minuit. Au matin, elle avait atteint les chaînes d'information. Je me suis réveillé pour trouver Ansley assise à côté de mon lit d'hôpital, son ordinateur portable ouvert, l'expression sombre. « Tu dois voir ça », dit-elle doucement. La vidéo jouait sur son écran. Depuis l'angle de vue de Gabriel, on pouvait tout voir, moi tendant la main pour stabiliser le cadeau, perdant l'équilibre, le vase en cristal tombant au sol. Ma mère hurlant, le visage de mon père se tordant de rage alors qu'il saisissait la bouteille de vin, le bruit écœurant du verre heurtant le crâne, mon corps basculant vers l'avant hors de l'estrade, la mare de sang et de liquide amniotique s'étendant sous moi. « C'est partout », dit Ansley. Tous les grands médias du Texas l'ont repris. L'histoire devient nationale. J'aurais dû ressentir quelque chose. De la peur peut-être, ou un sentiment de justice. Au lieu de cela, je me sentais engourdi. « Comment va mon bébé ?» ai-je demandé. « Elle est stable. Ils te laisseront la voir bientôt. » Ansley ferma l'ordinateur portable. « Ton père a été arrêté. Ils l'ont inculpé pour agression aggravée sur une femme enceinte. » L'engourdissement s'est fissuré juste un peu. Il est en prison. Il a payé sa caution ce matin, mais le bureau du procureur a déjà publié une déclaration disant qu'ils le poursuivent. Ansley hésita. Ta mère et Brooke ont aussi publié un communiqué. Elle m'a montré le communiqué de presse sur son téléphone. Il était magistralement écrit, probablement par l'équipe de relations publiques de Tyler. Il exprimait le choc et l'horreur face au moment de colère totalement inhabituel de mon père. Il prétendait qu'il avait été soumis à un stress énorme et que j'avais, malheureusement, provoqué la situation, par ma négligence avec le cadeau coûteux de Brooke. Ils imploraient le respect de la vie privée pendant cette période difficile pour notre famille. La déclaration ne mentionnait pas mon nom une seule fois. Elle ne demandait pas de nouvelles de ma fille. Elle me positionnait comme l'instigatrice négligente et mon père comme la victime stressée d'un moment d'égarement. Ils vont vraiment faire ça, ai-je chuchoté. Patricia, qui se tenait près de la fenêtre, s'est retournée brusquement. Qu'ils essaient. Gabriel Ortiz m'a appelé ce matin. Il est prêt à témoigner avec 15 autres témoins, et il a déjà contacté le conseil d'administration de Caldwell Financial. J'ai levé les yeux vers elle. Quoi ?
Ton père a bâti sa réputation sur le fait d'être un homme de famille, sur la confiance et l'intégrité. Cette vidéo a détruit tout cela en 2 minutes. Le sourire de Patricia était froid. Plusieurs clients majeurs ont déjà commencé à retirer leurs comptes. Le conseil se réunit demain pour discuter de son avenir au sein de l'entreprise. Il a bâti cette entreprise à partir de rien, ai-je dit, en train de réaliser. Et il l'a jetée à la seconde où il a décidé que sa rage importait plus que ta sécurité. Patricia s'est approchée de mon chevet. J'ai besoin que tu comprennes quelque chose. Ta mère et Brooke vont se battre. Elles vont essayer de minimiser ce qui s'est passé, de faire de toi la méchante de cette histoire. Tu dois décider dès maintenant si tu vas les laisser faire. J'ai pensé à ma fille aux soins intensifs, se battant pour chaque souffle dans ses minuscules poumons. J'ai pensé aux années passées à essayer d'être à la hauteur de Brooke, à essayer de gagner l'approbation que mes parents donnaient si librement à leur enfant doré. J'ai pensé au fait qu'aucun d'eux n'avait suivi l'ambulance. Que les premières personnes à m'aider avaient été de quasi-inconnus. Je veux un avocat, ai-je dit. Le sourire de Patricia s'est élargi. J'en ai déjà appelé un. Maxwell Brennan, le meilleur avocat en droit de la famille de Houston. Il sera là cet après-midi. Maxwell Brennan s'est avéré être un homme aux cheveux argentés d'une 60aine d'années, avec des yeux bienveillants et une poignée de main de fer. Il a écouté mon histoire sans m'interrompre, prenant des notes occasionnelles, son expression s'assombrissant progressivement. « Voulez-vous porter plainte ?» a-t-il demandé quand j'ai fini. « L'État l'a déjà fait, n'est-ce pas ? Pour l'affaire pénale, oui. Je parle d'un procès civil. » Maxwell s'est penché en avant. « L'agression de votre père a provoqué un travail prématuré, vous mettant vous et votre fille en danger. Vous avez subi un traumatisme crânien nécessitant des agrafes. Vous avez déjà des frais médicaux importants, et le séjour de votre fille aux soins intensifs coûtera des dizaines de milliers de dollars. Nous pouvons poursuivre pour les frais médicaux, la douleur et la souffrance, la détresse émotionnelle, et des dommages-intérêts punitifs. Ils diront que c'était un accident. Il y a une preuve vidéo de lui vous frappant délibérément avec une bouteille de vin. Ce n'est pas un accident. C'est un coup et blessure volontaire. Maxwell marqua une pause. Il y a autre chose que vous devriez savoir. L'entreprise de votre père fait face à un exode massif. 3 de ses plus grands clients institutionnels ont retiré leurs comptes, représentant environ 40% des actifs sous gestion de la firme. Le conseil vote jeudi pour décider de sa destitution en tant que PDG. L'ironie ne m'échappait pas. Mon père avait toujours valorisé Caldwell Financial au-dessus de tout, y compris sa famille. Maintenant, c'était cette famille qui allait lui coûter l'entreprise. Je veux intenter le procès civil, ai-je décidé. Et je veux la garde exclusive de ma fille, avec une ordonnance restrictive contre mes parents. Considérez que c'est fait. Les 72 heures suivantes sont devenues un flou de dépôts juridiques, d'interviews aux nouvelles, et d'une vague de soutien de la part de parfaits inconnus. La vidéo avait touché une corde sensible, déclenchant des conversations sur la violence familiale, le syndrome de l'enfant préféré, et la protection des femmes enceintes. Ma chambre d'hôpital s'est remplie de fleurs de gens que je n'avais jamais rencontrés. Des cartes exprimant solidarité et indignation en mon nom. Brooke a appelé une fois. J'ai laissé tomber sur la messagerie vocale. Ça devient hors de contrôle, disait son message, la voix tendue par le stress. Tu es en train de détruire notre famille pour un accident. Papa ne voulait pas te faire de mal. Il a juste perdu son sang-froid une seconde. Veux-tu vraiment le punir pour le reste de sa vie pour une erreur? Pense à ce que ça fait à maman. Elle est dévastée, et les affaires de Tyler souffrent parce que les gens l'associent à papa. Tu dois abandonner les charges et faire une déclaration disant que tout cela a pris des proportions démesurées. Nous sommes une famille. Nous devons rester soudés. J'ai supprimé le message sans répondre. Jeudi est arrivé. Maxwell est venu avec la nouvelle que mon père avait été démis de ses fonctions de PDG de Caldwell Financial, avec effet immédiat. Le conseil lui avait offert l'option de démissionner, ce qu'il avait refusé, les forçant à le licencier. Ils avaient également lancé une enquête interne sur ses pratiques commerciales, craignant que quelqu'un avec son tempérament n'ait pu se livrer à d'autres comportements contraires à l'éthique. Ils essaient de se distancier de lui autant que possible, a expliqué Maxwell. Sa réputation est radioactive en ce moment. Ce même après-midi, ma mère et Brooke sont arrivés à l'hôpital à l'improviste. Les infirmières ont essayé de les arrêter,
mais Ruth Caldwell avait perfectionné l'art d'obtenir ce qu'elle voulait par la seule force de son sentiment d'avoir tous les droits. Elles sont arrivées jusqu'à ma chambre avant que la sécurité ne puisse intervenir. « Comment as-tu pu nous faire ça ?» a exigé ma mère, les larmes coulant sur son visage soigneusement maquillé. « Ton père a fait une erreur et tu as détruit sa vie entière. L'entreprise qu'il a mis 30 ans à bâtir lui est arrachée. Nous perdons notre maison. Les amis ne rappellent pas. Tout ça parce que tu ne peux pas pardonner un moment de colère. » Je l'ai regardée, vraiment regardée, et je l'ai vue clairement pour la première fois. Elle ne s'inquiétait pas pour moi ou ma fille. Elle s'inquiétait pour son style de vie, son statut social, son confort. J'étais le sacrifice acceptable pour préserver ces choses. « Il aurait pu me tuer, dis-je doucement. Il aurait pu tuer ta petite fille. Et ton premier réflexe a été de lui trouver des excuses. Tu as fait tomber son cadeau, intervint Brooke. Tu n'as pas fait attention. Si tu avais juste été plus consciente de ton environnement. J'étais enceinte de 8 mois et j'aidais à préparer ta fête. Je l'ai coupé, ma voix plus dure maintenant. J'ai glissé. C'était un accident. Sa réponse a été de m'agresser avec une arme devant 30 témoins. Ces deux choses ne sont pas équivalentes. Tu es dramatique, claqua ma mère. C'était une bouteille de vin, pas une arme. Dis ça aux 12 agrafes dans mon crâne. Le visage de Ruth a rougi. Nous sommes venus ici pour te donner une chance d'arranger les choses. Abandonne le procès civil. Fais une déclaration publique disant que tu pardonnes à ton père et que les médias ont exagéré l'affaire. Aide-nous à réparer les dégâts que tu as causés. L'audace pure m'a coupé le souffle. Les dégâts que j'ai causés. Oui, dit ma mère fermement. Cette famille allait bien jusqu'à ce que tu décides de transformer une dispute en une affaire fédérale. Tu nous déchires. Quelque chose en moi s'est brisé. Pas pour laisser place à la colère, mais à la clarté. Non, dis-je simplement. Vous n'êtes pas les bienvenus ici. La sécurité va vous raccompagner. Si vous essayez de me contacter à nouveau, j'ajouterai le harcèlement à l'ordonnance restrictive que mon avocat est en train de déposer. Les yeux de Brooke s'écarquillèrent. Tu déposes une ordonnance restrictive contre nous? Contre nous trois? Vous n'êtes pas des personnes sûres à avoir autour de ma fille. J'ai appuyé sur le bouton d'appel pour l'infirmière. Partez maintenant. Ma mère a ouvert la bouche pour argumenter, mais l'agent de sécurité qui attendait dans le couloir est entré. Sa présence ne laissait aucune place au débat. Allons-y, mesdames, dit-il fermement. Elles sont parties, les sanglots de Ruth résonnant dans le couloir, le bras de Brooke autour de ses épaules. Je n'ai rien ressenti en les regardant partir. Le cordon qui me liait à elle, qui me faisait espérer leur approbation et leur amour, avait finalement été coupé. Ces premières semaines après la sortie de l'hôpital ont été les plus dures de ma vie. Aurora nécessitant des soins 24 heures sur 24, se réveillant toutes les 2 heures pour manger, son petit corps rattrapant encore son retard de développement. Je guérissais à la fois de la césarienne et de la blessure à la tête, subissant des maux de tête aveuglants qui frappaient sans avertissement et me laissaient incapable de faire quoi que ce soit, à part rester allongé dans le noir. Ansley m'a installé dans sa chambre d'amis au début. Elle et Kevin avaient converti leur bureau en une nurserie improvisée, achetant un berceau et une table allongée avec leur propre argent avant même que je puisse penser à ce dont j'avais besoin. Kevin travaillait de la maison, prenant des pauses entre les conférences téléphoniques pour m'apporter de l'eau ou tenir Aurora pendant que je prenais ma douche. Ansley a utilisé ses jours de congé pour rester avec moi durant ces 2 premières semaines cruciales. James passait tous les soirs après le travail, apportant le dîner et passant 1 heure à tenir sa fille, lui chantant doucement pendant que je me reposais. Nous ne parlions pas de réconciliation, cette blessure était encore trop fraîche, mais il assumait son rôle de père d'une manière que mon propre père n'avait jamais faite. Tu n'es pas obligé de faire ça, ai-je dit à Ansley un soir, en la regardant bercer Aurora alors que je luttais pour garder les yeux ouverts. Si, je le dois, répondit simplement Ansley. Tu es ma famille. C'est ce que fait la famille. Le contraste avec l'abandon de ma famille biologique était frappant et douloureux. Mon téléphone sonnait constamment pendant cette période. Brooke a appelé 17 fois rien que la première semaine. Ma mère envoyait des SMS qui alternaient entre culpabilisation et menaces directes. La mère de Tyler, une femme que j'avais rencontrée peut-être 3 fois, a réussi à obtenir mon numéro et a laissé un message vocal expliquant que je ruinais la vie d'un homme bien pour rien. Je les ai tous bloqués. Ce que je n'ai pas bloqué, ce sont les messages de gens que je connaissais à peine.
Un collègue de Tyler de son cabinet d'avocat a envoyé un panier cadeau avec un mot, Gabriel m'a montré la vidéo. Je suis tellement désolé que cela te soit arrivé. Sois forte. Une femme de mon cours de yoga prénatal a organisé une chaîne de repas, recrutant d'autres mères pour déposer des dîners faits maison tous les soirs pendant 6 semaines d'affilée. Les infirmières des soins intensifs qui s'étaient occupées d'Aurora se sont cotisées pour nous acheter un tire-lait haut de gamme et assez de les materniser pour tenir des mois. La gentillesse des inconnus était bouleversante. Cela a aussi souligné à quel point ma famille m'avait gardé isolé au fil des ans. J'avais dépensé tellement d'énergie à essayer de répondre à leurs normes impossibles que je n'avais jamais cultivé de vraies amitiés en dehors d'Ansley. Je n'avais jamais construit de système de soutien parce qu'on m'avait appris que la famille était tout ce qui comptait, que nous gérions tout en interne, que demander de l'aide était une faiblesse. Maintenant, dépouillé de cette unité familiale toxique, je découvrais à quoi ressemblait une véritable communauté. Maxwell a appelé 2 semaines après la naissance d'Aurora avec des nouvelles sur le cas de mon père. Le bureau du procureur avait assigné l'une de ses meilleures procureurs, une femme nommée Lydia Chambers, qui avait bâti sa carrière sur les affaires de violence domestique. Elle veut vous rencontrer quand vous serez prête, a dit Maxwell. Pas de pression, mais elle pense que votre témoignage sera crucial. Et la vidéo, ai-je demandé. N'est-ce pas suffisant? C'est une preuve puissante, mais les jurés se connectent aux victimes. Votre voix compte. Il marqua une pause. Il y a autre chose. L'équipe juridique de votre père a fait une offre. Mon estomac s'est noué. Quel genre d'offre? Ils veulent régler l'affaire à l'amiable. Il plaidera coupable d'une charge moindre agression simple au lieu d'agression aggravée en échange d'une mise à l'épreuve et de cours obligatoires de gestion de la colère. Pas de prison. Ils sont aussi prêts à régler le procès civil pour vos frais médicaux uniquement. Pas de dommages supplémentaires. Ils veulent que je le laisse s'en tirer à bon compte. C'est le but. Oui. Ils parient sur le fait que vous soyez trop épuisé et traumatisé pour vous battre. La voix de Maxwell se durcit. Je leur ai dit où ils pouvaient se mettre leur offre, mais la décision vous appartient ultimement. J'ai regardé Aurora, dormant paisiblement dans le berceau portable à côté de moi. Sa minuscule poitrine se soulevait et s'abaissait à chaque respiration, un miracle étant donné à quel point nous étions passés près de tout perdre. Pas de marché, dis-je fermement. Il va au procès. Nous poursuivons le procès civil complet. C'est ce que j'espérais que vous diriez. La décision de se battre s'accompagnait de son propre lot de défis. L'équipe juridique de mon père a lancé une campagne de diffamation presque immédiatement. Soudain, des histoires ont commencé à apparaître dans certains cercles sociaux sur mon passé trouble, des récits complètement fabriqués de consommation de drogue, d'instabilité mentale et de promiscuité. Quelqu'un a divulgué mes dossiers médicaux de l'hôpital à un blogueur à Potin, violant les lois de confidentialité, et a essayé de présenter ma blessure à la tête comme moins grave qu'elle ne l'était. Maxwell a immédiatement déposé plainte auprès de l'hôpital et du département de la santé. En 2 semaines, une enquête a identifié la source de la fuite, une employée à l'accueil dont le cousin travaillait pour l'entreprise de mon père. Elle a été licenciée et a fait face à des accusations fédérales. L'hôpital a réglé l'affaire avec moi en privé pour une somme substantielle afin d'éviter un procès, de l'argent qui est allé directement dans le fonds de fiducie d'Aurora. Brooke a donné une interview à un blogueur bienveillant, peignant le portrait d'une petite sœur jalouse qui avait toujours envié son succès et avait orchestré toute cette situation pour détruire la famille par méchanceté. Selon sa version des faits, j'avais délibérément brisé le cadeau d'anniversaire pour faire une scène, puis je m'étais jeté de l'estrade quand mon père avait essayé de me calmer. Elle a commodément omis de mentionner que ses propres enfants avaient été témoins de toute l'agression et avaient été traumatisés en voyant leur grand-père attaquer leur tante. Le blogueur l'a posté avec un titre, l'autre côté de la vidéo virale, la perspective d'une sœur. J'ai fait l'erreur de le lire. Ansley m'a trouvé en pleurs dans la salle de bain, le téléphone toujours serré dans ma main. Elle ment surtout, ai-je sangloté. Les gens vont la croire. Ansley a pris le téléphone et a parcouru l'article, son expression devenant progressivement plus colérique. C'est de la diffamation. Elle prétend que tu as falsifié tes blessures et mis en scène toute l'affaire. C'est sa parole contre la mienne. Non, c'est sa parole contre une preuve vidéo, des dossiers médicaux et 30 témoins oculaires. Ansley a montré l'article à Kevin, qui l'a immédiatement transféré à Maxwell. En 24 heures, Maxwell avait envoyé à Brooke et aux blogueurs des lettres de mise en demeure. Gabriel Ortiz a publié sa propre déclaration,
corroborant chaque détail de ce dont il avait été témoin et qualifiant la version de Brooke de tentative transparente de réécrire l'histoire. Natacha a écrit une réponse cinglante détaillant exactement ce qu'elle avait vu, y compris le manque total d'inquiétude de Brooke pour moi alors que je gisais en sang. 12 autres participants à la fête se sont manifestés avec des déclarations similaires, chacune contredisant le récit fabriqué de Brooke. Le blogueur a publié une rétractation. Brooke a entièrement supprimé ses comptes de réseaux sociaux. Mais les dommages à ma santé mentale étaient faits. J'ai commencé à avoir des crises de panique déclenchées par des bruits inattendus ou des mouvements soudains. Les maux de tête se sont intensifiés. Certains jours, je pouvais à peine fonctionner, submergé par la combinaison de la nouvelle maternité, de la récupération physique et de la bataille juridique en cours. Patricia a insisté pour que je voie une thérapeute spécialisée en traumatisme. Le docteur Sarah Brennan, sans lien de parenté avec Maxwell, est devenue une autre bouée de sauvetage cruciale. Elle m'a aidé à comprendre que le dysfonctionnement de ma famille remontait à des années, que l'agression à la fête n'était que la manifestation la plus visible de schémas qui avaient existé toute ma vie. Brooke était l'enfant doré, a observé le docteur Brennan lors d'une séance. Tu étais le bouc émissaire. Chaque système familial a besoin de quelqu'un à blâmer quand les choses tournent mal. C'était ton rôle. J'ai toujours pensé que si j'essayais juste plus fort, cela n'aurait pas importé. Les boucs émissaires ne sortent pas de ce rôle en étant meilleurs. Le système a besoin qu'il reste à cette place. Elle s'est penchée en avant. Ton père t'a agressé parce que c'est ce à quoi il a été entraîné, te blâmer quand il se sentait hors de contrôle. Ta mère et ta sœur l'ont défendu parce qu'accepter sa culpabilité signifierait reconnaître que tout le système familial était brisé. Les séances de thérapie étaient éprouvantes mais nécessaires. J'ai pleuré pendant la plupart d'entre elles, faisant le deuil non seulement de ce qui s'était passé à la fête, mais de l'enfance que je n'avais jamais eue. Des parents qui ne m'avaient jamais vraiment vu. De la sœur qui avait été ma rivale au lieu d'être mon allié. Aurora est devenue mon encre durant ce processus. Quand le chagrin menaçait de m'engloutir tout entière, je tenais son petit corps contre ma poitrine et sentais son rythme cardiaque synchronisé avec le mien. Elle avait besoin de moi. Ce simple fait m'a aidé à traverser les moments les plus sombres. Au cours des mois précédant le procès, j'en ai appris davantage sur les problèmes d'entreprise de mon père que je n'en avais jamais su en grandissant. L'équipe de Maxwell avait fait des recherches approfondies sur Caldwell Financial, et ce qu'ils avaient découvert était accablant. Il s'est avéré que le personnage des « hommes de famille » de mon père était plus qu'une simple gestion d'image, c'était une fraude stratégique. Il avait spécifiquement ciblé des clients qui valorisaient les structures familiales traditionnelles, leur vendant l'idée qu'un homme qui priorisait sa famille prioriserait naturellement leur sécurité financière. Les groupes religieux, les fondations familiales, les propriétaires d'entreprises conservateurs c'était son fonds de commerce. La vidéo a détruit cette marque soigneusement construite du jour au lendemain. Mais elle a aussi ouvert la porte à d'anciens employés pour se manifester avec des histoires qu'ils avaient trop peur de raconter auparavant. Une analyste junior a révélé que mon père lui avait crié dessus jusqu'à ce qu'elle pleure après qu'elle eût remis en question l'une de ses stratégies d'investissement, qui s'est avérée plus tard être une erreur coûteuse ayant fait perdre des millions à un client. Un conseiller financier a décrit avoir vu mon père lancer une agrafeuse à la tête d'un associé lors d'une réunion du conseil. Un stagiaire a parlé de la culture de la peur qu'il avait cultivée, où remettre en question ses décisions signifiait risquer sa carrière. Le modèle était clair, mon père utilisait l'intimidation et la rage pour maintenir le contrôle. Ce qu'il m'avait fait à la fête de Brooke n'était pas une anomalie. C'était ce qu'il avait toujours été, juste habituellement derrière des portes closes. Maxwell a compilé ces témoignages et les a envoyés au procureur. Lydia Chambers m'a appelé personnellement pour me remercier. Cela peint le tableau d'une violence habituelle, pas d'un incident isolé, a-t-elle expliqué. Cela renforce considérablement notre dossier. Je ne savais pas, ai-je admis. Je pensais que c'était juste nous, juste la famille. Les agresseurs limitent rarement leur comportement à un seul domaine, a dit Lydia doucement. Ils ont un schéma. Nous allons nous assurer que le jury voit ce schéma clairement. À l'approche de la date du procès, mon anxiété est montée en flèche. Je devrais prendre la barre, raconter la nuit la plus traumatisante de ma vie devant des étrangers, tandis que mon père serait assis à quelques mètres de là. Je devrais affronter ma mère et Brooke dans la galerie, sachant qu'elles étaient venues pour le soutenir lui, et non moi. À ce stade, Aurora était rentrée des soins intensifs depuis 4 mois. Elle rattrapait son retard de développement, franchissant des étapes qui avaient semblé impossibles dans ses premiers jours terrifiants.
J'avais emménagé dans un petit appartement avec l'aide de l'argent du règlement de l'hôpital et la signature de Patricia comme caution. James avait fait ses preuves en tant que père, prenant Aurora les week-ends et partageant les rendez-vous médicaux avec moi. Nous avions commencé une thérapie de couple non pour nous remettre ensemble, mais pour apprendre à être coparents efficacement. Le docteur Brennan m'a aidé à me préparer pour le procès, pratiquant des techniques d'ancrage pour les moments où la panique menacerait de me submerger. Ansley s'est arrangé pour que la mère de Kevin garde Aurora pendant les jours de procès. Patricia m'a acheté 3 tenues professionnelles appropriées pour le tribunal, refusant que je la rembourse. Tu vas entrer là-dedans la tête haute, m'a dit Patricia la veille des plaidoiries d'ouverture. Tu vas dire la vérité, et tu vas te souvenir que tu n'as rien fait de mal. Le dossier de l'accusation était accablant. La vidéo, les témoignages, mes dossiers médicaux, la documentation des soins intensifs d'Aurora, tout cela peignait un tableau clair d'une agression violente contre une femme enceinte. L'équipe de défense de mon père a essayé d'argumenter une folie passagère provoquée par le stress au travail, mais le jury n'a pas été dupe. La salle d'audience était plus petite que je ne l'avais imaginé, plus intime. Chaque siège de la galerie était occupé. J'ai reconnu de nombreux visages de la fête. Gabriel et Natacha étaient assis au 2e rang, m'offrant des sourires encourageants. Plusieurs anciens employés de mon père étaient venus regarder. Et là, directement derrière la table de la défense, étaient assises ma mère et Brooke, leurs expressions dures et accusatrices. J'ai pris la barre le 3e jour du procès. Lydia Chambers s'est approchée de moi avec une expression bienveillante, sa voix douce alors qu'elle me demandait de raconter les événements de cette nuit-là. J'avais pratiqué ce témoignage des dizaines de fois, mais rien ne me préparait à la réalité de tout dire à haute voix devant ces gens. Ma voix tremblait alors que je décrivais la préparation de la fête, le fait d'être enceinte de 8 mois, d'essayer d'aider malgré l'épuisement et l'inconfort. J'ai expliqué comment j'avais perdu l'équilibre, comment le vase était tombé malgré mes tentatives pour le rattraper. Que s'est-il passé après que le vase s'est brisé, a demandé Lydia. Ma mère a commencé à me crier dessus. Elle m'a traité d'aveugle, a demandé si je voyais ce que je faisais. J'ai pris une inspiration, me forçant à continuer. Je me suis excusé. Je lui ai dit que c'était un accident. J'essayais d'expliquer, d'essayer de. Prenez votre temps, a dit Lydia. J'ai trouvé Gabriel dans la foule. Il m'a fait un signe de tête, un rappel silencieux que je n'étais pas seul. Mon père a attrapé une bouteille de vin sur la table. Je n'ai pas compris ce qui se passait au début. Puis il l'a balancé vers ma tête de toutes ses forces. Ma main est allée inconsciemment vers la cicatrice sur mon cuir chevelu. J'ai senti l'impact. Je me suis senti tomber. Je suis sorti de l'estrade et j'ai atterri durement sur le sol en contrebas. C'est à ce moment-là que j'ai perdu les os. La salle d'audience était absolument silencieuse. Qu'avez-vous vu quand vous avez levé les yeux ? A demandé Lydia. Tout le monde regardait simplement. Ma famille. Ma mère, ma sœur et mon beau-frère. Ils ne bougeaient pas. Ils n'aidaient pas. Ce sont l'associé de Tyler et sa femme qui sont venus m'aider en premier. Des étrangers. À quoi pensiez-vous à ce moment-là ? J'ai croisé le regard de mon père pour la première fois depuis que j'étais à la barre. Il avait l'air plus petit, en quelque sorte diminué. Rien à voir avec la figure d'autorité imposante qu'il avait été toute ma vie. Je pensais que j'allais mourir, ai-je dit doucement. Que mon bébé allait mourir, et que les personnes qui étaient censées m'aimer le plus au monde allaient juste rester là et laisser faire. L'avocat de mon père, un homme au visage anguleux nommé Douglas Webb, a essayé d'ébranler mon témoignage lors du contre-interrogatoire. Il a suggéré que j'avais été hormonal et irrationnel à cause de la grossesse. Il a sous-entendu que j'avais été négligente avec un vase parce que je cherchais de l'attention. Il a même eu l'audace de suggérer que j'avais embelli mes blessures pour attirer la sympathie. Lydia s'est opposée à la plupart de ces propos. Le juge a soutenu ses objections, devenant visiblement agacé par les tactiques de Webb. Monsieur Webb, a finalement dit le juge, le témoin a des dossiers médicaux, une preuve vidéo et 30 témoins corroborants. À moins que vous n'ayez une preuve réelle qui contredise ces faits, je vous suggère de passer à autre chose. Webb n'avait aucune preuve de ce genre. Il s'est rassis, l'air frustré. La défense s'est effondrée presque immédiatement. Ils avaient prévu d'appeler des témoins de moralité pour témoigner de la bonne nature de mon père et de son engagement communautaire, mais les contre-interrogatoires de Lydia ont détruit leur crédibilité. Un témoin, un pasteur de l'église de mes parents,
a admis sous interrogatoire qu'il n'avait jamais vraiment socialisé avec mon père en dehors des services du dimanche et ne le connaissait pas personnellement. Un autre, un associé d'affaires, a confirmé à contre-cœur que mon père avait un style de gestion intense qui franchissait parfois les limites. Leur témoin expert, un psychologue qui n'avait jamais rencontré mon père, a essayé d'argumenter qu'un stress extrême pouvait causer des ruptures momentanées avec la réalité qui ne devrait pas être retenue contre des citoyens par ailleurs respectables. Lydia a démoli cet argument en introduisant les témoignages des anciens employés de mon père, démontrant un schéma de comportement violent qui n'avait rien à voir avec des ruptures momentanées, mais tout à voir avec le caractère. Le jury a délibéré pendant moins de 4 heures. Coupable de tous les chefs d'accusation. Le juge l'a condamné à 5 ans de prison, avec possibilité de libération conditionnelle après 3 ans s'il suivait une thérapie de gestion de la colère et payait une restitution complète pour mes frais médicaux. Ma mère a pleuré bruyamment dans la salle d'audience. Brooke m'a lancé un regard de haine pure. J'ai serré Aurora contre moi et n'ai ressenti que du soulagement. Ce que j'ai appris par la suite, c'est que les ennuis judiciaires de mon père n'étaient que le début de sa chute. Pendant que le procès pénal se déroulait, la SEC avait lancé une enquête sur Caldwell Financial basée sur des dénonciations anonymes d'anciens employés. Ce qu'ils ont découvert allait bien au-delà d'un style de gestion agressif. Mon père trafiquait les comptes depuis des années. Il avait gonflé les rendements de certains investissements pour attirer de nouveaux clients, utilisé l'argent des nouveaux comptes pour payer les anciens dans un schéma de type Ponzi, et falsifié des documents pour cacher les pertes. Le personnage de l'homme de famille n'avait pas seulement été une image, c'était un écran de fumée pour la fraude. Maxwell m'a montré les documents d'accusation lorsqu'ils ont été décelés. C'est fédéral, a-t-il dit d'un ton sombre. Même après avoir purgé sa peine pour vous avoir agressé, il risque une autre décennie pour fraude boursière. Comment a-t-il caché cela si longtemps? Les gens lui faisaient confiance. L'image de l'homme de famille rendait les clients moins enclins à remettre en question ses méthodes ou à exiger de la transparence. Maxwell secoua la tête. Votre vidéo n'a pas seulement exposé sa violence. Elle a exposé la fissure dans son armure qui a permis aux enquêteurs de commencer à tirer les fils. L'ironie était stupéfiante. Mon père avait passé sa vie entière à construire une façade de respectabilité et de contrôle. Un acte de violence, capturé en vidéo par des étrangers avec des téléphones portables, avait fait s'effondrer toute la structure. S'il était juste parti ce soir-là, s'il avait contrôlé son tempérament pendant 30 secondes de plus, il aurait pu s'en tirer avec tout. Mais il ne pouvait pas. Et c'était le point que le docteur Brennan avait essayé de faire valoir tout du long, les gens comme mon père ne peuvent pas s'en empêcher. La violence, le besoin de contrôle, la rage quand les choses ne vont pas dans leur sens, ce n'étaient pas des bugs dans sa programmation. C'était des fonctionnalités. Le procès pour fraude boursière a eu lieu 8 mois après sa condamnation pour agression. Je n'y ai pas assisté. J'étais trop occupé à vivre ma vie, à regarder Aurora franchir ses étapes, à construire une carrière, à créer le genre de foyer stable et aimant que je n'avais jamais eu en grandissant. Mais j'ai suivi la couverture médiatique. J'ai regardé l'empire de mon père s'effondrer en temps réel, jouer sur les réseaux d'information financière et les blogs juridiques. D'anciens clients ont donné des interviews sur l'argent qu'ils avaient perdu, les fonds de retraite qui s'étaient évaporés, les économies pour l'université qui avaient disparu dans les schémas frauduleux de mon père. Le juge chargé de la sentence n'a montré aucune pitié. 15 ans de prison fédérale à purger consécutivement à sa peine pour agression. Restitution complète à payer aux clients floués, bien que les montants soient si faramineux que mon père ne paierait jamais même une fraction de ce qu'il devait. Ma mère a tout perdu. La maison, les voitures, l'adhésion au country club, la garde-robe de créateur, tout a été saisi pour payer les dettes de mon père. Elle a déménagé dans un studio dans un quartier qu'elle avait toujours méprisé. Forcée de trouver un emploi pour la première fois de sa vie adulte. Le mariage de Brooke n'a pas survécu au scandale. Tyler a demandé le divorce, citant la dynamique familiale toxique et les cauchemars continus de ses enfants à propos de ce dont ils avaient été témoins à la fête. Il a obtenu la garde principale d'Emma et Jake. Brooke n'avait jamais été particulièrement maternelle de toute façon, et elle a réemménagé avec notre mère. J'ai appris tout cela par Patricia, qui maintenait un contact distant avec une vieille amie qui connaissait Ruth socialement. Je n'ai jamais cherché à les contacter. Je n'ai jamais offert d'aide. Elles avaient fait leur choix quand elles étaient restées là à me regarder saigner. Maintenant, elles pouvaient vivre avec les conséquences. Le procès civil s'est réglé à l'amiable 3 semaines plus tard.
Les avocats de mon père savaient qu'ils ne pouvaient pas gagner, pas avec une condamnation pénale au dossier. Le règlement a couvert tous les frais médicaux d'Aurora, mes propres factures médicales, une compensation pour la douleur et la souffrance, et une somme substantielle placée en fiducie pour la future éducation d'Aurora. Cela ne ferait pas de nous des riches, mais cela signifiait que nous serions en sécurité. Plus important encore, l'ordonnance restrictive est devenue permanente. Mes parents et Brooke avaient l'interdiction légale de me contacter ou de contacter Aurora pour les 10 prochaines années. S'ils essayaient, ils feraient face à des charges supplémentaires. Le jour où le règlement a été finalisé, Maxwell m'a emmené déjeuner pour fêter ça. « Vous avez fait quelque chose d'extraordinaire », m'a-t-il dit autour d'un café. La plupart des gens dans votre situation auraient reculé quand leur famille leur a mis la pression. Vous avez tenu bon. J'ai eu de l'aide, ai-je dit, pensant à Patricia et Ansley, à Gabriel et Natacha, à tous les inconnus qui avaient envoyé du soutien. Vous avez eu du courage, corrigea Maxwell. L'aide n'a compté que parce que vous avez été assez courageuse pour l'accepter. J'ai regardé Aurora, dormant paisiblement dans son porte-bébé à côté de notre table. Elle ne connaîtrait jamais les grands-parents qui avaient choisi une image plutôt que sa sécurité. Elle ne grandirait jamais en me regardant me diminuer pour gagner des miettes d'approbation de gens qui ne m'avaient jamais valorisé. Elle grandirait en sachant qu'elle était aimée inconditionnellement, en sachant que la protéger comptait plus que de maintenir la paix, en sachant que parfois la famille que l'on choisit est plus forte que la famille dans laquelle on est né. 6 mois après la conclusion du procès pénal, j'ai entendu par Patricia que Caldwell Financial avait déclaré faillite. L'enquête avait mis au jour des années de mauvaise gestion et de pratiques d'investissement douteuses que mon père avait cachées derrière son personnage d'homme de famille. Les poursuites civiles de clients floués s'étaient empilées plus vite que l'entreprise ne pouvait le gérer. Tyler avait divorcé de Brooke, citant la publicité négative affectant ses propres entreprises. Ma mère avait été forcée de vendre la maison et d'emménager dans un appartement modeste financé par le peu qui restait de la pension de mon père. J'ai ressenti une pointe de quelque chose quand Patricia me l'a dit, pas tout à fait de la satisfaction, mais un sentiment de justice cosmique. Mon père avait passé sa vie à bâtir un empire sur la fondation de sa réputation. Cette réputation reposait sur l'image d'un homme de famille dévoué qui priorisait ses proches par-dessus tout. La vidéo de lui agressant sa fille enceinte avait exposé cette image comme un mensonge. Et sans elle, tout ce qu'il avait construit s'était effondré. Il a détruit son propre héritage au moment où il a décidé que j'étais un dommage collatéral acceptable pour sa rage. Le partenaire commercial de Tyler, Gabriel, m'a envoyé un email 1 an après l'agression. Son entreprise avait lancé un fonds de bourse d'études pour les enfants de survivants de violences domestiques, inspiré par l'histoire d'Aurora. Ils voulaient utiliser la vidéo avec ma permission dans leur campagne de plaidoyer pour sensibiliser à la violence familiale. Je leur ai donné la permission. La vidéo qui avait documenté mon traumatisme est devenue un outil pour aider les autres. La campagne de Gabriel a levé plus de 2 millions de dollars pour la prévention de la violence domestique et les services de soutien. La naissance prématurée d'Aurora, conséquence de la violence de son grand-père, est devenue le catalyseur pour aider des centaines d'autres familles à échapper à des situations similaires. Parfois, je fais encore des cauchemars à propos de la fête. Je rêve de l'estrade, de la chute, de la bouteille de vin descendant vers mon crâne. Je me réveille en haletant, tendant instinctivement la main vers le berceau d'Aurora pour m'assurer qu'elle est réelle et en sécurité. La thérapie a aidé, mais certaines blessures prennent plus de temps à guérir que d'autres. Ce qui ne me hante pas, c'est le choix que j'ai fait de me défendre, moi et ma fille. Dans les moments calmes, quand Aurora rit aux grimaces de Patricia ou tend les bras vers Ansley avec une confiance totale, je sais que j'ai pris la bonne décision. La peur de mon père alors qu'il se tenait sur cette estrade, réalisant ce qu'il avait fait devant des témoins, c'était le début de sa chute. Mais c'était aussi le début de ma libération. J'avais passé 28 ans à essayer de gagner l'amour de gens qui étaient incapables de le donner inconditionnellement. Son agression, aussi brutale et traumatisante fut-elle, a brisé l'illusion que les choses pourraient changer si j'essayais juste plus fort, si j'étais juste meilleur, si j'acceptais juste moins. Les 30 témoins avec leur téléphone n'ont pas seulement enregistré un crime. Ils ont enregistré la fin de ma loyauté aveugle envers des gens qui ne l'ont jamais mérité, et le début de mon combat pour construire quelque chose de mieux. Aurora aura 2 ans le mois prochain. Elle franchit toutes ces étapes de développement, ne montrant aucun effet durable de son entrée traumatisante dans le monde. Elle a sa grand-mère Patricia, sa tante Ansley, son oncle Kevin, et un cercle grandissant de personnes qui l'aiment férocement. Elle a un père en James qui est présent constamment,
qui a reconstruit sa relation avec moi en une véritable amitié et un partenariat de coparentalité bâti sur le respect mutuel. Elle a une mère qui ne priorisera jamais, au grand jamais, le maintien de la paix sur sa sécurité. Et elle a un avenir qui ne sera pas défini par la violence qui l'a amenée dans ce monde 5 semaines en avance, mais par la force que cette violence a révélée en nous deux. Mon père m'a appris une dernière leçon ce soir-là à la fête d'anniversaire de Brooke, bien que ce ne fût pas celle qu'il avait l'intention de donner. Il m'a appris que parfois, les gens qui partagent votre sang sont les plus dangereux à garder près de soi. Il m'a appris que se protéger soi-même et son enfant n'est pas égoïste, c'est nécessaire. Il m'a appris que la justice ne ressemble pas toujours à la réconciliation, et que c'est acceptable. La cicatrice sur mon cuir chevelu est toujours visible quand je tire mes cheveux en arrière une ligne fine là où ils ont placé les agrafes. Je ne la cache pas. Elle fait partie de mon histoire maintenant. Une preuve physique de ce à quoi j'ai survécu et de ce que je refuse d'accepter. Aurora la touche parfois, ses petits doigts doux et curieux. Un jour, quand elle sera assez grande, je lui dirai la vérité sur la façon dont elle est venue au monde et pourquoi elle n'a pas de relation avec la moitié de sa famille biologique. Je lui dirai que l'amour ne devrait pas faire mal, que la famille devrait être un endroit sûr, et que s'éloigner de la toxicité est l'une des choses les plus courageuses qu'une personne puisse faire. Je lui dirai que lors de la pire nuit de ma vie, quand je saignais et que j'étais terrifié et en train de commencer un travail prématuré, des étrangers m'ont montré plus d'amour que les gens qui m'ont élevé. Je lui dirai que ces étrangers sont devenus notre famille, prouvant que le sang n'est que de la biologie. Ce sont l'amour, la loyauté et la protection qui rendent les gens vraiment parents. Et je lui dirai quelle valait chaque bataille que j'ai menée, chaque relation que j'ai perdue, chaque moment de douleur et d'incertitude. Elle valait la peine que je me choisisse, que j'exige mieux, que je me lève quand tout le monde autour de moi me disait de m'asseoir, de me taire et de pardonner l'impardonnable. La peur tremblante sur le visage de mon père alors qu'il réalisait ce qu'il avait fait devant tous ses témoins n'était pas seulement liée à son arrestation imminente. C'était à propos de l'exposition, de la destruction de l'image soigneusement façonnée qu'il avait passé des décennies à construire. Il s'en était tiré avec de plus petites cruautés pendant des années parce qu'elle se passait derrière des portes closes où il n'y avait pas de caméra, pas de témoins, pas de conséquences. Mais cette nuit-là, dans cette salle de bal du country club, entouré de l'élite de Houston avec leur téléphone levé, cette nuit-là, il ne pouvait pas se cacher. Le masque a glissé, et tout le monde a vu ce qui avait toujours rôdé en dessous. Sa peur était justifiée. Il a tout perdu. Mais je n'ai rien perdu de ce qui comptait vraiment, parce que les gens que j'ai perdus n'avaient jamais vraiment été là pour moi de toute façon. À leur place, j'ai trouvé quelque chose d'infiniment plus précieux, des gens qui étaient présents, qui restaient, qui me protégeaient quand je ne pouvais pas me protéger moi-même. J'ai trouvé ma voie. J'ai trouvé ma force. J'ai trouvé la capacité de choisir la sécurité d'Aurora et ma propre dignité plutôt que le besoin désespéré d'approbation de gens qui ne la donneraient jamais. La rage de mon père a duré quelques secondes. Les conséquences ont duré des années et continueront pour le reste de sa vie. Mon choix de le poursuivre, d'intenter le procès civil, d'obtenir l'ordonnance restrictive, ces choix ont aussi duré des années et continueront pour le reste de la mienne. La différence est que ces conséquences sont venues de la destruction, tandis que les miennes sont venues de la protection. Les siennes découlaient du fait de blesser les vulnérables, tandis que les miennes découlaient de leur défense. Son héritage est la violence, l'exposition et la perte, tandis que le mien est le rire d'Aurora. Ces étapes franchies, son avenir non accablé par le poids de l'obligation familiale toxique. Je ne lui pardonne pas. Je ne pardonne à aucun d'entre eux. Le pardon n'est pas requis pour la guérison. Et la guérison ne signifie pas la réconciliation. J'ai construit une bonne vie dans les ruines de ce qu'ils ont détruit. Et cette vie n'a pas de place pour des gens qui pensent que la violence est une réponse acceptable aux accidents, ou que les filles enceintes sont des cibles acceptables pour la rage. Parfois, la guérison ressemble au fait de se tenir dans une salle d'audience et de regarder son père être condamné à la prison. Parfois, cela ressemble à changer son numéro de téléphone et à bloquer toute sa famille. Parfois, cela ressemble à choisir les étrangers qui vous ont aidé plutôt que les proches qui vous ont blessé. Et parfois, les bons jours, la guérison ressemble au fait de regarder sa fille dormir paisiblement dans son berceau, en sécurité, aimée et protégée. Grandir dans un foyer où la violence n'est pas tolérée et où les erreurs ne sont pas accueillies par la brutalité. C'est la vraie revanche, je suppose. Pas la condamnation pénale, ni le règlement civil, ni la destruction de l'entreprise et de la réputation de mon père. La vraie revanche, c'est Aurora grandissant heureuse et en bonne santé,
entouré de gens qui ne rêveraient jamais de lui faire du mal, apprenant par mon exemple qu'elle mérite mieux que ce que j'ai accepté trop longtemps. La vraie revanche, c'est ma paix, ma liberté, mon refus de porter leur dysfonctionnement dans la génération suivante. La vraie revanche, c'est de choisir de s'épanouir.